Mes parents se moquaient de moi en me traitant de la plus bête, tandis que ma sœur recevait une bourse complète pour Harvard. Pour son anniversaire, papa a annoncé qu'elle hériterait de tout y compris l'entreprise familiale de 80 millions de dollars, une Tesla neuve et le manoir de 15 millions de dollars à New York. Je suis restée assise tranquillement au fond jusqu'à ce qu'un étranger entre, me tende une enveloppe et me murmure, il est temps de leur dire qui tu es vraiment. Bonjour, je m'appelle Olivia Carter. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi dans une famille aisée à Greenwich, Connecticut, où de vieux et grands manoirs bordaient les rues ombragées par les arbres, où les apparences devaient toujours être impeccables, tandis que la vérité à l'intérieur était pleine de fissures. Aux yeux de mes parents, je n'ai jamais été une vraie fille. Ils m'ont appelé par de nombreux noms, mais celui qui s'est accroché à moi tout au long de mon enfance et m'a hanté jusqu'à l'âge adulte n'était que deux mots. La plus idiote. Depuis que j'étais petite, cette phrase ressemblait à une étiquette invisible pressée contre mon front, faisant s'estomper chaque effort, chaque rêve, sous d'infinies comparaisons avec ma sœur. Sophia Carter, ma sœur aînée, était la fierté absolue de mes parents. Elle était intelligente, talentueuse et a obtenu une bourse complète pour Harvard. Chaque succès de sa part était célébré comme s'il s'agissait d'un triomphe pour toute la famille. Tandis que ma présence était négligée comme une ombre, je ne peux pas compter combien de fois j'ai essayé de lever la main pour parler lors des dîners de famille pour être interrompu, ou quand j'ai partagé une petite réussite pour être moqué. Sophia marchait dans la lumière tandis que j'étais forcé de rester dans l'obscurité derrière elle. Les dîners de famille dans ma maison ressemblaient toujours à un rituel strict, pas différent d'une performance mise en scène dans laquelle je n'avais jamais eu de rôle. La table à manger en noyer s'étirait si longtemps qu'il semblait que la distance entre moi et mes parents était un monde entier. Mon père, Richard Carter, était toujours assis en bout de table, sa posture rigide, ses yeux froids portant le jugement dans chaque regard. À sa droite se trouvait ma mère, Evelyn, qui portait un sourire poli constant et maintenait une façade impeccable. Pourtant, ses yeux trahissaient souvent le dédain chaque fois qu'il tombait sur moi. À sa gauche se trouvait Sophia, la fille d'or de la famille, qui occupait toujours ce qui était considéré comme le siège d'honneur, et moi, Olivia. J'étais repoussé au tout bout de la table, si loin que je devais me pencher en avant juste pour entendre ce qu'il disait. Cet arrangement n'était pas seulement une habitude. C'est devenu un symbole de notre place au sein de la famille. Sophia au centre et moi pour toujours une ombre en marge. Les dîners se déroulaient toujours comme une pièce de théâtre en répétition. Mon père commençait par demander à Sophia comment s'était passée sa journée à l'école, à propos des réalisations dont il savait déjà qu'elle lui donnerait quelque chose de quoi se vanter. Ma mère intervenait avec des louanges, parfois exagérées, comme si chaque A que Sophia obtenait était un prix Nobel. Je me suis assise tranquillement en attendant une chance d'insérer une petite histoire sur moi-même. Mais presque à chaque fois, juste au moment où j'ouvrais la bouche, une autre question était lancée à Sophia où mon père changeait brusquement de sujet. Il y a eu des moments où j'ai répété dans ma tête des dizaines de fois comment partager quelque chose d'intéressant de l'école. Mais au moment où j'ai eu l'occasion de parler, tous les regards s'étaient déjà détournés. Ma voix résonnait dans un vide que personne ne se souciait de remplir, puis s'estompait dans le silence comme si elle n'avait jamais existé. Je me souviens encore d'un moment avec vivacité quand j'avais 8 ans. J'avais mis tout mon cœur à dessiner un paysage pour un concours d'art. Quand mon nom a été annoncé pour le premier prix, j'ai couru à la maison avec l'espoir que mes parents seraient enfin fiers de moi. Je tenais encore le certificat dans ma main, l'encre fraîche et parfumée. Mais quand je l'ai posé sur la table à manger et que j'ai raconté avec impatience mon histoire, mon père n'y a jeté qu'un coup d'œil avant de dire froidement, au moins, tu n'as pas colorié en dehors des lignes. Puis il s'est tourné pour lever son verre afin de célébrer la médaille d'or de Sophia en mathématiques, et immédiatement toute la famille a décidé d'organiser une fête pour son succès. Ma peinture est restée oubliée sur le comptoir de la cuisine. Aussi oubliée que je l'étais, des événements comme celui-là se sont répétés si souvent qu'ils sont devenus un scénario que je connaissais par cœur. Sophia a rejoint l'équipe de débat et mes parents ont organisé une réception à la maison. Sophia a obtenu une bourse d'été en Europe et toute la famille bourdonnait d'excitation pour son brillant avenir. Quant à moi, peu importe ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai reçu, ce sont des commentaires comme « pas mal ou pire », des blagues empoisonnées cachées sous des rires. Une autre fois, j'ai ramené à la maison un essai que mon professeur avait qualifié de créatif, et mon père n'a même pas pris la peine de le lire. Il a seulement demandé « Sophia a-t-elle eu une meilleure note ?» À leurs yeux, je n'étais rien de plus qu'un personnage secondaire se tenant à côté de l'équation parfaite nommée Sophia. J'ai appris à rester silencieuse pour éviter les moqueries.
J'ai arrêté de lever la main pour montrer des certificats, arrêté de raconter des histoires sur une journée intéressante à l'école. J'ai avalé même les plus petits souvenirs qui me rendaient heureuse car chaque tentative de partage ne faisait que m'interrompre ou me moquer. Le silence est devenu une armure fragile que je portais pour me protéger des regards scrutateurs et des paroles froides de ma propre famille. Mais même si je m'y suis habitué, chaque petite blessure s'est accumulée sous la surface. J'ai souvent regardé en silence Sophia se faire prendre dans les bras de mes parents, couverte de doux mots de louange, et je me suis demandé si j'entendrais jamais la phrase « Nous sommes fiers de toi ». La nuit, allongé dans ma petite chambre mansardée, j'imaginais un jour où mon père pourrait s'asseoir à côté de moi, m'écouter parler de ce que j'aimais, des rêves qui n'avaient pas encore pris forme. Mais chaque matin, quand je m'asseyais à cette longue et froide table à manger, la réalité me frappait au visage une fois de plus. Sophia était célébrée, et on me rappelait seulement que je ne serais jamais assez. Un soir d'hiver, je m'en souviens comme si c'était hier. La salle à manger scintillait à la lumière des bougies se reflétant sur la longue table en bois. Le tintement des couverts résonnait comme une bande sonore sans vie. Mon père, comme toujours, était assis droit en bout de table, son costume sombre portant l'odeur stale de fumée et d'alcool fort. Devant lui se trouvait un verre de vin rouge, sa surface tourbillonnait, son regard aigu et imposant d'une manière qui maintenait tout le monde dans la maison sur le qui-vive. Sophia était assise à sa droite, ses cheveux lisses tombant doucement sur ses épaules, son visage rayonnant alors qu'elle racontait une présentation scientifique louée par un professeur de Harvard. Mon père écoutait chaque mot, hochant la tête avec fierté, puis levait son verre haut, sa voix grave résonnant comme un décret. « Sophia, tu mérites vraiment d'être l'avenir de la famille Carter. » Ces mots m'ont transpercé la poitrine comme un couteau. Toute la table a éclaté en applaudissements, des rires emplissant la pièce comme s'il assistait à un couronnement. Je me suis assise au bout, mes baguettes tremblant légèrement dans ma main, ma tête baissée pour que personne ne voie mes yeux commencer à briller. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Mon père s'est tourné, ses yeux froids coupant vers moi, et avec un ton mi-moqueur, mi-taquin, a dit « Olivia, au moins tu n'as pas échoué en cours de gym. Nous devrions apprendre à apprécier les petites victoires, n'est-ce pas ?» Dès que les mots sortirent de sa bouche, des rires éclatèrent à travers la table. Sophia gloussa, se couvrant les lèvres comme une dame raffinée, bien que ses yeux brillaient encore de dédain. Ma mère a ri aussi, un rire plus doux, pas aussi fort que les autres, mais assez pour me montrer clairement qu'elle ne ressentait pas le besoin de me défendre. Je suis resté figé, forçant un sourire tordu sur mon visage. Puis j'ai baissé la tête et j'ai continué à manger comme si je n'avais rien entendu. Mais à l'intérieur, des morceaux de mon amour-propre étaient écrasés, brisés en 100 fragments. Ce n'était pas seulement mon père. Ma mère a ajouté ses propres blessures silencieuses. Elle n'a jamais utilisé de mots cruels, mais elle a planté dans mes oreilles des comparaisons plus impitoyables que n'importe quelle malédiction. Chaque fois qu'elle me tendait une assiette de nourriture, elle soupirait et disait « Pourquoi n'apprends-tu pas la diligence de ta sœur ?» Quand elle voyait Sophia se lever tôt pour étudier, elle se tournait vers moi d'un ton désinvolte. « Olivia, si seulement tu faisais un peu plus d'efforts, peut-être que les choses seraient différentes. » Ce n'étaient pas des cris ou des réprimandes, mais comme des gouttes d'eau tombant régulièrement sur la pierre jour après jour jusqu'à ce que je sente mon estime de soi s'éroder, me laissant rien de plus qu'une ombre silencieuse dans ma propre maison. J'ai essayé plusieurs fois de riposter. Une fois, quand ma mère a dit que je ne serais jamais aussi travailleuse que Sophia, j'ai craqué. Je travaille au café tous les jours aussi. Je sais comment prendre soin de moi. Mais au lieu de reconnaissance, mon père a ri moqueusement. Oh, servir du café compte comme de la diligence maintenant. Peut-être devrais-tu remercier Sophia de préserver la réputation de cette famille. Ma mère est restée silencieuse, ses yeux fixés sur son assiette comme si je venais de dire quelque chose de stupide. Sophia a souri en connaissance de cause, une victoire pour laquelle elle n'avait même pas besoin de se disputer. Ces mots, bien qu'apparemment anodins en surface, ont gravé dans mon esprit le sentiment que je ne serai jamais assez. Ils ont planté en moi la conviction que tous mes efforts n'étaient qu'une blague pour eux, que quoi que je fasse, je serais toujours devancé par Sophia, toujours considéré comme un échec. J'ai progressivement appris à avaler toutes mes émotions, à supprimer toutes mes réactions juste pour éviter de devenir la cible du prochain cycle de rire. Je suis restée silencieuse parce que le silence signifiait moins de blessures. Mais ce silence n'était pas une reddition totale. C'était plutôt comme une coquille que je construisais pour cacher les blessures qui s'approfondissaient à l'intérieur. Chaque fois que mon père parlait de l'avenir de la famille Carter,
je me sentais effacé de ce tableau comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. Chaque fois que ma mère me comparait, j'entendais un murmure dans ma tête. Tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas digne. Et le plus terrifiant, c'est que j'ai commencé à le croire. Je croyais que j'étais vraiment la plus idiote. L'étiquette inutile qu'il m'avait apposée depuis l'enfance. Tout au long de mon enfance et de mon adolescence, entouré d'étoiles froides et de remarques cinglantes qui me faisaient croire que je n'étais qu'une ombre dans la famille, il y avait toujours une personne qui me voyait vraiment, me comprenait et me donnait le sentiment d'avoir de l'importance. C'était mon grand-père, Henry Walsh. Il vivait à Boston dans une vieille maison de briques rouges avec un petit jardin rempli de lilas qui fleurissaient en douces vagues violettes chaque printemps. Il était le fondateur du groupe Carter, l'homme qui avait bâti l'empire à partir de rien. Mais après sa retraite, il passait la plupart de son temps à lire, à écrire dans ses journaux et à s'occuper de ses plantes. Chaque fois que je lui rendais visite à Boston, j'avais l'impression d'entrer dans un monde différent, un monde où je n'étais plus la plus idiote, mais simplement Olivia, sa petite fille. Ce qui le rendait spécial, c'est qu'il ne m'a jamais demandé mes notes, si je suivais Sophia, ou comment j'avais rendu mes parents fiers. Au lieu de cela, chaque fois que je m'asseyais à côté de lui sur la chaise en bois de son Porsche, il me versait tranquillement une tasse de thé aux herbes chaudes et demandait d'une voix calme, « Qu'est-ce que tu aimes, Olivia? Comment veux-tu vivre ?» Au début, ces questions me laissaient hésitante car personne dans ma famille n'avait jamais pris la peine de s'intéresser à mes sentiments ou à mes rêves. Mais à mesure que je me familiarisais avec la gentillesse dans son regard, j'ai commencé à m'ouvrir. Je lui ai dit que j'aimais peindre, que parfois j'imaginais ouvrir une petite galerie à Brooklyn où les gens pourraient venir trouver la paix. Je lui ai dit que j'aimais écouter les autres, que je trouvais du réconfort dans l'empathie, même si personne d'autre ne la considérait comme une compétence. Il hochait la tête, ses yeux doux brillants d'une joie sincère. « C'est qui tu es ?» a-t-il dit. « Pas des notes, pas des médailles. Tu as quelque chose que Sophia n'a pas. De la patience, de l'humilité et la capacité d'écouter. Un jour, quand le moment viendra, tu comprendras la vraie valeur de ces choses. » Ces mots étaient gravés en moi comme une prophétie. Je ne les avais pas entièrement compris à l'époque, mais chaque fois que je retournais à Greenwich et m'asseyais à nouveau au bout froid de la table à manger, le souvenir de sa voix chaleureuse résonnait dans mon esprit comme une faible lumière vacillant contre l'obscurité suffocante du dédain. Quand j'avais 16 ans, après une dispute animée avec Sophia à propos de ses moqueries sur mon travail à temps partiel, j'ai couru à l'étage en pleurant de manière incontrôlable et j'ai appelé mon grand-père. Quelques heures plus tard, il a conduit 2 heures depuis Boston jusqu'à notre maison dans le Connecticut. Il n'a pas fait de scène ni grondé personne. Il a simplement frappé doucement à ma porte, s'est assis à côté de moi et m'a tenu la main. « Ma chère, ne confonds jamais leur aveuglement avec la vérité, » a-t-il dit lentement. « Il ne te voit pas, mais cela ne veut pas dire que tu n'existes pas. Tu as quelque chose que Sophia et même tes parents n'ont pas. Un cœur qui connaît l'empathie. Et un jour, les gens réaliseront que tu es celle qui est assez forte pour porter le fardeau. » Je l'ai serré dans mes bras, sentant mon cœur s'apaiser pour la première fois. Pour moi, mon grand-père n'était pas seulement le seul membre de la famille qui m'avait soutenu, mais aussi le témoin silencieux de toute la douleur que j'avais endurée. Il n'avait pas besoin de beaucoup de mots. Sa simple présence suffisait à me faire sentir que je n'étais pas complètement invisible. Les voyages à Boston sont devenus les rares jours où je pouvais respirer librement. Je me souviens des matins où il m'emmenait marcher le long de la rivière Charles, me montrant les rameurs déjà dehors avant le lever du soleil, me disant « Ils ne sont peut-être pas les meilleurs, mais ils sont persévérants. » Et la persévérance est le fondement de la victoire. Je me souviens des après-midi passés dans sa petite bibliothèque où il prenait un vieux livre de philosophie, me lisait quelques passages, puis me demandait ce que j'en pensais. Quand j'ai hésité à partager mon opinion, il ne s'est jamais moqué de moi. Il a simplement hoché la tête et dit « Tu réfléchis plus profondément que tu ne le crois. » Ces mots, aussi simples qu'ils semblaient, portaient un pouvoir silencieux qui m'a sauvé. Grâce à lui, j'ai commencé à croire que je n'étais pas complètement inutile. Je ne savais pas encore comment faire mes preuves au monde, mais au moins j'avais une personne qui croyait en moi. Dans les années qui ont suivi à la maison, quand mon père répétait son refrain que Sophia est l'avenir de la famille, et quand ma mère laissait tomber une autre comparaison qui me transperçait la poitrine, je me rappelais silencieusement l'image de mon grand-père, sa voix me rappelant que je portais des qualités qu'il ne verrait jamais. Ce souvenir m'a empêché de m'effondrer complètement, préservant un espoir fragile qu'un jour ces paroles se réaliseraient. Au moment où j'ai eu 16 ans, l'écart entre Sophia et moi n'était plus seulement une question d'éloge ou de critique à table.
C'était devenu un abîme impossible à combler. Mon père a commencé à emmener Sophia avec lui aux réunions du conseil d'administration de Carter Group, l'entreprise qu'il appelait fièrement l'empire familial. Je me souviens des matins où le soleil se levait à peine sur les rues bordées d'arbres de Greenwich et où la voiture de luxe noire attendait déjà à la porte. Sophia, impeccablement vêtue, montait dans la voiture avec mon père, ses yeux brillants de fierté. De la fenêtre du grenier, j'ai regardé leur silhouette disparaître sur la route pavée, mon cœur gonflé par la douleur d'être laissé derrière comme un objet inutile dans le grand portrait de famille. Pendant que Sophia était guidée pas à pas par mon père pour devenir sa successeur, j'étais laissé avec les tâches que personne ne voulait. Ma mère m'a dit de nettoyer le salon avant l'arrivée des invités, me le rappelant sans cesse. Au moins, tu devrais aider à garder la maison rangée pour que les gens ne pensent pas que nous avons une fille paresseuse. Lorsque l'entreprise organisait des événements, Sophia portait des robes élégantes et se tenait aux côtés de mes parents sur des photos qui apparaissaient dans les journaux d'affaires. Pendant que j'étais envoyé acheter des bouteilles de vin supplémentaires, préparer des serviettes froides ou nettoyer le désordre après le départ de tout le monde. Même en vivant sous le même toit, je me sentais comme une invitée, présente, mais jamais considérée comme faisant vraiment partie de la famille. Je savais que je ne pouvais pas attendre leur reconnaissance. Alors, j'ai cherché des moyens de prendre soin de moi. J'ai pris un service du matin dans un petit café près de l'école, commençant à 6 heures, où l'odeur des grains torréfiés et le cliquetis des moulins sont devenus des sons familiers. L'après-midi, je travaillais dans un supermarché, remplissant les étagères jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Chaque petite paie que je gagnais, je la mettais soigneusement de côté pour l'université car je savais que mes parents ne me soutiendraient jamais comme ils le faisaient pour Sophia. Pour eux, Sophia méritait tous les investissements tandis que je ne valais pas la dépense. Pendant ces longues et épuisantes journées, ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas mes jambes endolories ou mes mains craquelées, mais le retour à la maison. Chaque fois que j'ouvrais la porte, mes cheveux portant encore l'odeur du café ou mes vêtements marqués de l'odeur des épiceries. Sophia me lançait un demi-sourire et disait moqueusement « Assure-toi de te laver, Olivia. » Ou les clients de Carter Group pourraient sentir une odeur de graisse et nous serions tous embarrassés. Ces mots étaient comme une gifle. Mais ce qui blessait le plus, c'est que mes parents ne me défendaient jamais. Ils ne corrigeaient jamais Sophia. Au lieu de cela, ils riaient avec elle, traitant cela comme une blague inoffensive. Elle a raison, Olivia. Ma mère ajouta, tu devrais préserver l'image de la famille, au moins tant que tu vis ici. J'ai dégluti difficilement, forçant le nœud dans ma gorge, me rappelant que toute réaction ne ferait que leur donner plus de raison de me ridiculiser. Plus Sophia vieillissait, plus elle s'intégrait dans le monde de mes parents tandis que j'étais repoussé plus loin. Je me souviens d'une fois où Sophia a accompagné mon père à une conférence à New York entourée d'investisseurs et de politiciens éminents. J'ai entendu mon père au téléphone avec un ami dire « Sophia n'a que 16 ans et comprend déjà le fonctionnement de l'entreprise. Elle est le joyau de ma famille. » Je me tenais juste devant la porte, à quelques pas seulement. Mais dans ces mots, j'ai réalisé que je n'avais jamais eu de place. Je n'étais pas la fille de mon père d'une manière qui le rendait fier. J'étais seulement le nom supplémentaire qui existait pour être comparé à la perfection de Sophia. Chaque jour, j'avais l'impression de vivre deux vies distinctes. Une vie existait aux yeux de ma famille, inutile, paresseuse, toujours inférieure. Et l'autre vie était celle que je luttais pour construire, une fille indépendante travaillant dur pour maintenir en vie mes petits rêves. Seulement mon grand-père Henri me voyait de cette deuxième manière, mais il vivait loin à Boston, et je ne pouvais pas toujours me tourner vers lui. La plupart du temps, je devais endurer seul dans cette maison vaste mais froide. La distance entre Sophia et moi devenait plus claire chaque année, non seulement dans l'endroit où nous nous asseyions à table ou sur les photos de famille, mais dans la façon dont tout le monde nous traitait. Sophia était considérée comme le centre de l'univers. Tandis que j'étais comme une petite planète orbitant tranquillement à l'extérieur, mon existence inaperçue. Et cette distance a suscité une tempête en moi, une envie silencieuse qu'un jour je devrais sortir de l'ombre, quoi qu'il en coûte. Dans les jours précédant le 24e anniversaire de Sophia, la maison Carter à Greenwich s'est transformée en un chantier de construction animé. Ma mère dormait à peine, passant des appels à un fleuriste de Manhattan à des révisions interminables du menu avec le chef de l'hôtel. Sa voix résonnait dans les couloirs dans une agitation constante. La ligne fixe sonnait sans arrêt, ses talons frappant les sols en marbre comme des tambours martelants, tandis que le personnel se précipitait avec des boîtes de cadeaux, des bouteilles de vin et du linge de table. Mon père était tout aussi occupé, bien que son agitation porte le poids du pouvoir. Appels téléphoniques avec les actionnaires,
instructions à l'équipe médiatique de l'entreprise et réunions discrètes avec les journalistes pour s'assurer que l'anniversaire de Sophia ne soit pas simplement une fête, mais une déclaration publique que sa fille était l'air. Dans ce tourbillon de préparation, je n'étais rien de plus qu'une ombre pâle se fondant dans le décor. Personne ne m'a demandé mon avis, et personne ne s'est soucié de ce que je pourrais porter. La seule tâche que ma mère m'a confiée fut une épaisse pile de plans de table. « Ne gâche pas ça, Olivia » a-t-elle insisté, me pressant les papiers dans les mains. Cet invité doit s'asseoir à côté de cet officiel. Cet investisseur doit être placé à la même table que le membre du conseil de Harvard. Tu comprends? J'ai hoché la tête, bien que je savais parfaitement que mon rôle à la fête serait limité à m'assurer que tout le monde s'asseyait à la bonne place pendant que je restais dans la rangée du fond, là où aucune lumière ne m'atteindrait jamais. Ce jour-là, ma mère a emmené Sophia essayer des robes sur la 5e avenue. La cabine d'essayage scintillait de robes chatoyantes, et les vendeuses la flattaient comme si elle était une star d'Hollywood. Je suis resté dehors, bras croisés, attendant silencieusement pendant des heures. Personne n'a pensé à choisir une robe pour moi. Quand j'ai finalement laissé échapper, et moi. Ma mère m'a jeté un coup d'œil rapide et m'a rejeté. Tu peux porter la robe bleue de l'année dernière. Pas besoin d'attirer l'attention, Olivia. J'ai mordu ma lèvre et n'ai rien dit de plus. La vérité était que cette robe était vieille. La fermeture éclair accrochait un peu et le tissu avait perdu son éclat. Mais à leurs yeux, je n'étais jamais censé me démarquer sur aucune photo. Je me souviens de la nuit précédant la fête, debout silencieusement devant le miroir, enfilant cette robe bleu fanée. Elle serrait à la poitrine et tombait lâche à la taille, me donnant une apparence maladroite. Je me suis retourné, fixant mon reflet, et je me suis demandé, est-ce que quelqu'un me remarquerait demain, ou serais-je juste un flou en arrière-plan du cadre? La réponse était douloureusement claire. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé d'être prête car demain ne serait qu'une autre performance familière. Sophia au centre, mes parents l'applaudissant, pendant que je m'asseyais silencieusement, cible de moqueries désinvoltes. Le matin de la fête, toute la famille s'est dirigée vers Manhattan. Une longue limousine attendait à la porte. Le chauffeur en costume noir tenait la porte ouverte pendant que mes parents et Sophia montaient à l'intérieur. J'ai discrètement ajusté ma robe et me suis glissé dans la dernière rangée de sièges. Sophia rayonnait dans sa robe neuve, le décolleté en cristal scintillant, son sourire large comme si le monde entier tournait autour d'elle. Mes parents s'occupaient d'elle, redressant la cravate de son père, la conseillant sur les salutations et les poignées de main pendant que je restais assise en silence, regardant par la fenêtre les rues familières que j'avais autrefois parcourues pour mes emplois à temps partiel. Le contraste me donnait l'impression d'une étrangère qui avait par erreur pris la voiture d'une famille qui ne me considérait jamais vraiment comme l'une des leurs. En arrivant à l'hôtel, la vue m'a presque submergé. Des lustres déversaient une lumière dorée sur le hall doré. Des centaines d'employés se dépêchaient d'arranger les tables, et l'air était épais de l'odeur de parfums coûteux. On m'a remis un plan de table et on m'a dit de vérifier chaque carte de nom pour m'assurer que les invités étaient assis exactement là où ils étaient censés être. Personne ne m'a demandé si j'avais mangé ou si j'avais besoin d'une pause. J'étais juste une autre pièce du mécanisme, une petite pièce remplaçable, et surtout, une figure destinée à être cachée dans le grand tableau du jour. La musique a retenti alors que les grandes portes de la salle de bal s'ouvraient, révélant un espace baigné de lumière de cristal. Depuis ma place tout au fond, je pouvais voir toute la pièce comme une scène scintillante. Les invités affluaient. Des personnalités d'affaires renommées que je n'avais vues que dans les journaux. Des politiciens polis en costume sur mesure et les amis de Harvard de Sophia. Chacun rayonnant de la confiance aisée des personnes nées pour être célébrées. Les rires résonnaient dans l'air. Les verres teintés en rythme et ensemble, ils peignaient un portrait d'extravagance, un auquel je savais que je n'appartiendrais jamais. Sophia se tenait au centre comme une étoile brillant dans un ciel sombre. Sa robe ornée de cristaux captait la lumière, transformant chaque pas qu'elle faisait en une performance. Les invités se pressaient pour la féliciter, se serrant la main, l'enlaçant comme si ce n'était pas seulement l'anniversaire d'une femme de 24 ans, mais un événement historique dans les cercles d'élite de New York. Je suis restée assise, mes mains serrées fermement sur mes genoux, essayant de ne pas me sentir déplacée. Chaque fois que je levais les yeux, j'attrapais le regard moqueur de Sophia, un regard qui me rappelait que je n'étais rien de plus qu'un personnage secondaire dans sa grande histoire. Le point culminant de la soirée est venu quand mon père, Richard Carter, est monté sur scène. Il portait un smoking noir impeccable, son visage rayonnant de fierté. Ma mère l'accompagnait, son bras lié au sien,
son sourire radieux comme si toute sa vie avait mené à cet instant. Quand le microphone lui a été tendu, toute la salle de bal s'est tue, tous les regards fixés sur lui. Mon père s'est éclairci la gorge, a levé son verre et a parlé d'une voix grave et imposante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui n'est pas seulement l'anniversaire de ma fille Sophia. C'est aussi le moment d'annoncer à tous nos amis, partenaires et à notre famille. Sophia Carter sera l'héritière unique et légitime de l'héritage Carter. Un murmure d'excitation a parcouru la foule. J'ai dégluti difficilement, mon cœur battant la chamade. Mon père a continué, sa voix devenant encore plus triomphante. Carter Group, évalué à 80 millions de dollars. Le manoir de 15 millions de dollars sur l'Upper East Side, ainsi qu'une toute nouvelle Tesla. Tout cela appartiendra à notre fille parfaite. Sophia est notre fierté, la preuve de l'avenir brillant de cette famille. Au moment où il a terminé ces mots, la salle de bal a éclaté en applaudissements tonitruants. Les acclamations et le tintement des verres résonnaient sans fin, me donnant l'impression que toute la pièce tremblait. Sophia s'est avancée, ses lèvres courbées en un sourire satisfait. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux balayant mon visage avec un regard de défi, comme si elle gravait dans mon cœur une vérité cruelle. Tu as perdu. Tu n'es jamais choisi. Je suis resté figé, me forçant à respirer calmement. Ma poitrine s'est serrée comme si elle était pressée dans un étau. Chaque mot de mon père me transperçait plus profondément les vieilles blessures. Puis j'ai entendu la voix de ma mère, douce mais assez vive pour couper. Olivia, ne gâche pas le jour spécial de ta sœur. Je me suis tourné et je l'ai vue toujours souriante, bien que ses yeux froids aient effleuré mon visage comme un avertissement. Au milieu de la grandeur, je me suis senti comme une ombre mal placée. Personne ne me regardait. Personne ne me mentionnait. J'ai vu mon reflet faiblement se refléter dans les panneaux de cristal au fond de la pièce. La robe bleu fanée, ma posture voûtée, mes yeux brillants alors que je retenais mes larmes. Pendant que Sophia se tenait radieuse, se prélassant dans les applaudissements comme une reine qui est couronnée, je suis resté avec le poids suffocant de l'humiliation qui pesait sur ma poitrine. À ce moment-là, les mots de mon grand-père Henri sont revenus à moi. Tu as des choses que Sophia n'a pas. Un jour, quand le moment viendra, tu comprendras. Mais pour l'instant, je ne voyais aucune lumière. Je sentais seulement me faire pousser plus profondément dans les ombres, cloué dans le rôle de la perdante devant une foule qui applaudissait. Je n'aurais jamais imaginé que ce soir même, sous le rugissement des applaudissements, tout était sur le point de changer. Mais à cet instant, tout ce que je pouvais faire était de rester immobile, me mordant la lèvre, me préparant à une autre série d'humiliations publiques. La musique dans la salle de bal continuait, le bavardage et le tintement des verres se mêlant en un tourbillon bruyant qui avalait chaque pause. Je suis resté immobile, essayant de me faire paraître comme faisant partie du décor, pas différente d'une chaise vide rangée au fond. Sophia brillait au centre de l'attention, se prélassant dans des félicitations sans fin. Mon père a continué son discours sur la vision de l'héritage Carter pendant que ma mère s'accrochait à son bras, son visage rayonnant de fierté. Je savais bien que je n'avais pas ma place dans ce tableau. C'est pourquoi, quand un homme en costume noir est sorti de la foule et s'est dirigé droit vers moi, je n'ai presque pas pu en croire mes yeux. Il était grand, large d'épaules, se déplaçant avec une confiance tranquille, son visage sévère dénué des sourires polis qui collaient aux autres invités. Ses yeux étaient vifs et froids, fixés sur moi comme si toute la salle de bal avait disparu, ne laissant que nous deux. Le tude régulier de ses chaussures en cuir résonnait sur le parquet, noyant brièvement la musique douce. J'ai levé la tête, mon cœur battant la chamade, le souffle coupé dans ma poitrine. Personne d'autre ne l'a remarqué, leurs yeux fixés sur Sophia. Il s'est arrêté devant ma table, a posé une épaisse enveloppe blanche, et s'est penché de près, sa voix lente et rauque, mais certaine. C'est le moment. Je me suis figé. Ces mots ont résonné dans mon esprit, sonnant moins comme un message que comme un commandement. Ma main tremblait alors que je touchais l'enveloppe, sentant son poids et sa rigidité comme si elle contenait quelque chose de bien plus lourd que des papiers ordinaires. Je l'ai rapidement glissée sur mes genoux, la cachant sous la table, terrifié que mes parents ou Sophia puissent l'apercevoir. La sueur perlait sur mon front, même si la climatisation gardait la pièce fraîche. J'ai levé les yeux, prête à demander quelque chose, mais l'homme s'était déjà redressé, me faisant un subtil signe de tête comme pour sceller le moment. Puis s'est retourné et s'est éloigné. Ses pas se sont fondus dans la foule, avalés par la mer d'invités, et en quelques secondes, il a disparu. Je suis resté figé, mon cœur battant si fort qu'il semblait que toute la pièce pouvait l'entendre.
J'ai jeté un coup d'œil autour, mais personne ne faisait attention à moi. Les verres étaient toujours levés, les rires toujours résonnants, tout cela pour Sophia. Personne n'a remarqué l'enveloppe qui était tombée devant moi comme un éclair fendant le ciel nocturne. J'ai posé mon autre main sur l'enveloppe, en traçant ses bords nets. Une partie de moi voulait la déchirer immédiatement, mais une autre partie tremblait de peur. 1000 questions se bousculaient dans mon esprit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi moi? Qui l'a envoyé? J'ai pensé à mon grand-père Henri, à son regard sévère mais confiant. Une pensée a traversé mon esprit. Cela pourrait-il être ce qu'il voulait dire, qu'un jour le moment viendrait? Je suis resté immobile comme une pierre, serrant l'enveloppe. Mon cœur martelant ma poitrine. Personne dans la salle de bal ne se souciait de moi. Tous les regards restaient fixés sur Sophia et mes parents. Cela m'a donné une étrange illusion de sécurité, comme si j'avais reçu une poche d'air pour respirer dans la tempête qui m'entourait. Mes doigts tremblaient alors que je les glissais sous le rabat et le déchirais lentement. Le bruit du papier déchiré était faible, mais pour moi, il rugissait dans ma poitrine. J'ai sorti une épaisse pile de documents au bord fermé en relief, estampillés du logo familier de Carter Group et d'un sceau juridique bleu foncé. Mes yeux ont parcouru les premières lignes, s'élargissant, ma gorge se serrant. Sur cette page blanche, le nom imprimé n'était pas celui de Sophia, comme je l'avais toujours supposé, mais le mien. Olivia Grace Carter. En dessous, des lignes grasses confirmaient ma propriété légale de plus de 51% des actions de Carter Group, ainsi qu'une liste détaillée de comptes fiduciaires à mon nom et des documents d'héritage pour le manoir de l'Upper East Side. J'ai lu les lignes encore et encore, craignant que mes yeux ne me trompent. Mon cœur battait si vite qu'il semblait prêt à éclater de ma poitrine. J'ai tourné quelques pages supplémentaires. Chaque document portait des sceaux officiels, des signatures légales, et en haut de la dernière page se trouvait le nom tremblant et familier, Henry Walsh, mon grand-père. Son écriture était nette mais régulière, les traits fermes comme pour effacer toute trace de doute. Ma gorge est devenue sèche, et j'ai dû avaler plusieurs fois avant de pouvoir respirer normalement à nouveau. Cachée derrière la pile de documents se trouvait une lettre manuscrite soigneusement pliée. Le papier avait légèrement jauni avec le temps, portant la légère odeur d'encre ancienne et une touche de thé aux herbes. J'ai reconnu instantanément que c'était la sienne. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais la lettre. Les traits soignés prenaient vie sur la page comme sa voix murmurant directement à mon oreille. Olivia, si tu lis ces mots, cela signifie que le moment est venu. J'ai regardé grandir toi et ta sœur. Sophia a de l'intelligence et de la vivacité, mais en elle réside une fierté qui se transforme trop facilement en arrogance. Ton père, Richard, a bâti la richesse, mais en le faisant, il a perdu la compassion et a laissé l'ambition éclipser l'amour. Toi, Olivia, tu as grandi dans l'ombre, dans le silence, mais ce silence a forgé en toi une force qu'ils n'auront jamais. Tu connais l'humilité, tu comprends la valeur de l'écoute, et tu sais comment te relever même quand tu es pressé au plus bas. Ce sont les vraies qualités d'un leader. Tout ce que j'ai bâti, je le place entre tes mains. L'avenir de cette famille t'appartient. J'ai lu chaque mot, ma vision brouillée par les larmes. 1000 souvenirs ont surgi. Les après-midi passés sur le porche de mon grand-père à Boston. Ces questions douces. Qu'est-ce que tu aimes? Comment veux-tu vivre? Tout s'est assemblé en une seule image vivide. Il ne m'avait pas seulement consolé avec des mots. Il m'avait préparé depuis le début, tranquillement mais délibérément, afin qu'aujourd'hui, au moment même où le monde me voyait comme rien de plus qu'une ombre, il plaçait entre mes mains la lumière la plus brillante. Je me suis mordu la lèvre, retenant mes sanglots. Dans ma tête résonnait le rire moqueur de Sophia, les moqueries de mon père, les comparaisons froides de ma mère. Pendant des années, ils m'ont traité de la plus idiote, faisant de moi la blague de la famille, même à table. Pourtant, ici, entre mes mains, se trouvait la preuve indéniable du contraire. Mon grand-père n'avait jamais été aveugle. Il m'avait vu les plus petites choses, et m'avait confié tout. Serrant la lettre contre ma poitrine, j'ai fermé les yeux. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vu, reconnu. La douleur de toutes ces années s'est ouverte, non pas dans l'amertume, mais dans une nouvelle forme de foi. Je n'étais plus Olivia, la fille au bout de la table, portant une vieille robe, rejetée et méprisée. J'étais Olivia, celle qu'Henry Walsh avait choisie pour porter son héritage. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la force de ces mots remplir chaque coin de mon être. Dehors, la musique jouait toujours, les applaudissements tonnaient toujours.
Sofia se tenait toujours sur scène, absorbant les éloges. Personne ne savait que dans le coin de la pièce, tout l'équilibre du pouvoir avait tranquillement basculé. J'ai regardé les documents, puis j'ai levé la tête, mon regard plus stable qu'il ne l'avait jamais été. J'ai compris que le moment de la confrontation viendrait, et cette fois, je ne serais pas silencieuse. La musique continuait de couler comme une cascade de lumière, mais en moi, un autre type de silence montait, le silence de la décision. J'ai plié la lettre, l'ai remise dans la pile de documents, et j'ai posé ma main dessus comme si j'appuyais contre le battement même de mon propre cœur. Puis je me suis levé. La chaise a grincé légèrement contre le parquet, un petit bruit qui, dans mon esprit, a sonné comme une cloche. J'ai marché le long de l'allée entre les tables, passant les rideaux blancs, les verres en cristal tremblants de reflets, les yeux qui ne parvenaient toujours pas à enregistrer ma présence. Chaque pas me donnait l'impression de fouler les années de rejet. Les longs dîners froids. Les rires, au moins, tu n'as pas échoué en cours de gym. Les moqueries sur le lavage de mes mains à cause de l'odeur de graisse. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé le pied sur la première marche menant à la scène. Mon cœur battait, mais ma respiration était régulière. Je savais ce que j'allais faire. Et je savais qu'après ce moment, je ne serais plus jamais la même. Mon père levait son verre. Le projecteur attrapant son visage et accentuant son sourire victorieux. Alors que j'atteignais le podium, quelques invités voisins se sont retournés avec surprise. J'ai posé le dossier de documents sur le lutrin, pressant ma paume contre lui pour sentir son poids, puis j'ai rapproché le microphone de mes lèvres. Ce moment m'appartient, ai-je dit, ma voix d'abord basse mais ferme. Les mots ont coupé la musique comme une lame. Toute la salle de bal a sursauté de choc. Des murmures ont éclaté instantanément, se propageant comme des étincelles traversant un champ sec. Mon père s'est retourné, ses yeux s'assombrissant instantanément. « Olivia, descends immédiatement », a-t-il grondé, sa voix basse, mais aussi vive qu'un fouet. « Ne déshonore pas cette famille devant mes amis. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, et ce que j'ai vu n'était pas de l'inquiétude, c'était de la fureur, parce que l'ordre qu'il avait régné si longtemps était brisé, et par moi. Enfin, j'avais appris à ne pas broncher sous ce regard. J'ai levé le dossier haut, l'inclinant pour que les lumières attrapent le sceau bleu foncé. Grand-père Henri a signé ce transfert légalement, ai-je dit, articulant chaque mot. La majorité des actions de Carter Group, les comptes fiduciaires, l'acte du manoir. Tout est à mon nom. Et cette lettre de sa propre main déclare que l'avenir de cette famille m'appartient. Une vague d'agitation a parcouru la foule. Les invités des premières rangées se sont levés de leur siège, les verres renversés, le cristal tintant faiblement lorsqu'ils se sont heurtés. J'ai vu un sénateur froncer les sourcils, un investisseur qui riait soudainement se radoucir, et un journaliste lever à moitié son appareil photo avant de le baisser à nouveau. Incertaine si c'était une performance mise en scène ou une détonation réelle, Sofia s'est précipitée vers le bord de la scène, son visage pâle sous les lumières, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « Non, c'est impossible », a-t-elle crié, sa voix craquant. « C'est moi qui le mérite. » Ces mots ont rebondi contre le plafond de cristal, dur et discordant. Je me suis tourné vers elle, rencontrant son regard. « Le mérite ne vient pas des applaudissements », ai-je répondu. Mon père a avancé, son poing se serrant, les veines saillantes le long de son cou. « Donne-le-moi », a-t-il sifflé entre ses dents serrées. « Ne transforme pas l'anniversaire de ta sœur en cirque. » Il s'était lancé pour arracher les documents, mais j'étais plus rapide. J'ai sorti la lettre, l'ai dépliée largement et lue à voix haute sous les lumières. « Olivia, si tu lis ces mots, cela signifie que le moment est venu. Je place entre tes mains tout ce que j'ai bâti. L'avenir de cette famille t'appartient. » Chaque mot que je prononçais enfonçait un autre clou dans le cercueil des mensonges qui m'avaient pesé si longtemps. J'ai entendu de faibles halètements, de brusques inspirations, et senti toute la pièce basculer vers la vérité maintenant mise à nu. Ma mère a serré le bras de mon père fermement, mais pas avant de me lancer un regard flamboyant. « Olivia, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas tout gâcher. » J'ai baissé la lettre et je l'ai regardée. « Vous appelez ça tout, le même tout qui m'a toujours exclu. » Ma voix était douce, mais des années d'émotions refoulées ont surgi dans chaque syllabe. Je suis assise au bout de la table depuis 27 ans. Ce soir, je ne fais que me tenir là où j'aurais dû être depuis toujours. Sofia a attrapé un microphone d'un assistant, sa voix tremblant de rage. « Tu penses que quelques bouts de papier peuvent tout changer ? J'ai travaillé sans relâche.
J'ai apporté l'honneur à cette famille. J'ai croisé son regard, sans ciller. Tu as travaillé pour les feux de la rampe, ai-je répondu calmement. Grand-père m'a appris à travailler pour ceux qui se tiennent dans l'ombre. Une légère toux a résonné du fond de la salle. Puis une silhouette grande est apparue, canne à la main, avançant lentement mais avec certitude. Toute la salle de bal s'est tournée pour regarder. J'ai reconnu la démarche avant même de voir le visage. Henry Walsh. Il n'a d'abord rien dit. Il a simplement marché, chaque pas délibéré, descendant l'allée bordée de verres à vin débordants et de rideaux blancs jusqu'à ce qu'il se tienne à mes côtés. Les lumières se sont déversées sur sa silhouette légèrement voûtée mais inflexible, et à cet instant, j'ai senti que tout se remettait à sa juste place. Il a posé une main sur mon épaule, légère, mais ferme. Puis il a tourné son regard droit sur Richard, son beau-fils, et a parlé d'une voix grave et résonnante. Je sais ce que j'ai signé, Richard, et je sais pourquoi je l'ai signé. Les mots étaient simples, mais ils ont atterri comme un verdict. Il a incliné la tête vers Sophia, ses yeux ni condamnants ni indulgents, mais tenant un miroir devant elle. Sophia, tu as le talent de faire de grandes choses. Mais le talent sans discipline et sans humilité s'effondrera bientôt en arrogance. Non. Puis son regard est revenu vers mon père, et cette fois son ton s'est durci, une ligne tracée droite et inflexible. Richard, tu as bâti la richesse, mais dans le processus, tu as abandonné les gens. Tu as laissé le prestige de la famille devenir un mur qui a exclu la compassion. Carter Group ne peut pas être juste un bilan. Il doit s'agir de personnes qui se font confiance mutuellement. Ses mains ont serré doucement mon épaule comme pour y apposer son sceau final. Olivia est celle qui comprend la vraie valeur de Carter Group. Oh. Pendant plusieurs secondes, la salle de bal a été absolument silencieuse. J'ai pu entendre la légère respiration de la climatisation au-dessus et sentir le pouls battre à mon propre poignet. Ceux qui avaient ri si fort plus tôt se regardaient maintenant, mal à l'aise comme s'ils réalisaient qu'ils s'étaient tenus du mauvais côté. Un gestionnaire de fonds s'est penché en avant, ses yeux illuminés par la lueur de quelqu'un qui venait de repérer une opportunité à long terme. Un professeur de Harvard a froncé les sourcils, puis a donné un léger signe de tête comme pour compléter une preuve difficile. Ma mère a retiré sa main du bras de mon père, son sourire figé à moitié formé. Sophia est restée immobile, ses mains agrippant le bord de la table, sa robe en cristal dispersant une centaine de lumières fracturées comme si la vie s'en échappait de son visage. Et mon père, la mâchoire serrée, l'autorité qui avait autrefois dominé chaque pièce, soudainement impuissant. Les applaudissements sont venus lentement d'abord, des applaudissements timides frappant le silence comme quelqu'un testant une glace fragile. Puis ils sont devenus plus lourds, plus forts, s'entrechoquant dans un rythme ininterrompu. J'ai senti le changement dans l'air comme un vent tournant en un instant. Les gens se sont levés. D'autres se sont penchés sur les tables pour mieux me voir. J'ai remarqué de jeunes employés, ceux qui s'étaient toujours tenus en marge de ces réunions, applaudissant plus fort que quiconque, leurs yeux brillant d'une manière profondément humaine. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai seulement ressenti de la légèreté, comme si quelqu'un avait enfin desserré le nœud dans ma poitrine qui avait été tiré si fort pendant des années. Mon père a soudainement soulevé sa serviette de la table, l'a pliée avec une précision furieuse, puis l'a jetée sur sa chaise. Ma mère a baissé la tête et l'a suivi, ses talons frappant le sol dans des battements staccato rapides. Ils sont sortis rapidement de la salle de bal, les portes s'ouvrant pour laisser entrer un courant d'air froid avant de se refermer, laissant derrière eux le léger soupir de quelqu'un assis près de l'entrée. Sophia n'est pas partie. Elle est restée figée, ses grands yeux fixés sur moi comme si elle regardait un nouvel ordre qu'elle n'avait pas encore appris à intégrer. « Grand-père » a-t-elle murmuré, sa voix petite, comme quelqu'un de perdu retournant au seul repère qu'il connaissait. Henry s'est tourné vers elle, son regard ni rejetant ni indulgent. « Sophia » a-t-il dit lentement, « tu as le talent de faire de grandes choses. Mais la grandeur commence toujours par les petites façons dont nous traitons les gens, même ta propre sœur. Si tu souhaites parcourir un long chemin, apprends à t'incliner devant la vérité. » Ses dents se sont serrées contre sa lèvre, ses doigts glissant du bord de la table, son menton tremblant légèrement, mais aucun mot ne s'est échappé. Mon grand-père s'est retourné vers le microphone, sa voix portant maintenant à toute la salle. À partir de ce soir, Carter Group reviendra à son objectif d'origine. Créer des emplois dignes, mener des affaires avec intégrité, et placer les valeurs humaines sur la même table que le profit. Ceux qui restent avec nous pour ces principes restent. Pour ceux qui ne cherchent que les applaudissements, les portes ne sont pas verrouillées. Amen.
Un faible bourdonnement d'approbation s'éleva du coin où une femme d'affaires plus âgée se tenait debout, levant son verre vers nous en guise de gage. D'autres ont suivi, hochant la tête à l'unisson, leur accord se propageant à travers les tables comme des dominos basculant les uns dans les autres. Et à cet instant, j'ai compris que le réseau invisible qui déterminait le destin d'une entreprise avait basculé. Henri s'est penché près de mon oreille, sa voix assez basse pour que seul moi l'entende. Tu n'as pas besoin d'être comme moi. Tu as seulement besoin de garder ce que j'ai vu en toi. Ces mots m'ont tiré des jours où tous les regards étaient fixés sur moi. J'ai rempli mes poumons d'air et j'ai hoché la tête. Puis je me suis avancé vers le microphone, non pas pour ajouter d'autres accusations, non pas pour écraser qui que ce soit, mais simplement pour réinitialiser le rythme de la pièce. Merci à tous de m'avoir écouté, ai-je dit, ma voix maintenant stable. Je sais que ce soir n'a pas été confortable pour beaucoup d'entre nous, mais la vérité est rarement confortable. À partir de demain, si vous choisissez de rester, nous commencerons par rencontrer l'équipe, ouvrir les livres et écouter. Je crois qu'une entreprise solide est construite davantage sur des questions honnêtes que sur des réponses polies. Des applaudissements plus forts se sont élevés, pas des applaudissements pour un spectacle, mais pour une promesse qui pouvait être mesurée. Sophia s'est avancée, le son de ses chaussures sur le sol comme un petit signal demandant de l'espace pour parler. Je me suis tourné vers elle, ni défensive ni combative. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée à nouveau, comme si les mots familiers de mérite, de position, de tradition s'étaient effondrés sur sa langue. Enfin, elle a murmuré si doucement que cela semblait être destiné à elle seule. Tu étais là tout le temps. J'ai hoché la tête. Et tu peux être là, ai-je répondu. Si tu es prête à commencer par regarder droit devant toi. Il n'y a pas eu d'applaudissement cette fois-ci. Seulement un silence doux, bon, qui nous a enveloppés pendant un moment de silence. Ma famille ne m'avait jamais permis auparavant. Un responsable des ressources humaines s'est avancé, se présentant, disant que le personnel attendait depuis longtemps ce virage vers l'écoute. Un jeune employé, la même fille qui avait autrefois été écartée d'un projet pour ne pas avoir les bonnes connexions, s'est approchée, murmurant « merci ». Ses yeux bordés de larmes, comme si elle recevait des excuses au nom de tout le système. Et j'ai réalisé alors que l'histoire de ce soir s'était étendue bien au-delà des lignées de ma famille. Elle avait atteint ceux qui étaient depuis longtemps assis au bout de la table, à plus d'un égard. Alors que l'orchestre passait à un morceau plus lent, l'atmosphère s'est détendue. Henri a levé un verre d'eau, ne buvant plus de vin, et m'a guidé hors de la scène. Il a dit qu'il avait besoin de s'asseoir un moment, posant sa canne à côté de la chaise. Je me suis assise avec lui, tous deux nous sommes blottis dans un coin près des hautes fenêtres qui surplombaient l'avenue scintillante. Tu viens de traverser le moment le plus difficile, a-t-il dit, ses yeux fatigués mais chaleureux d'un sourire. Le reste ne sera pas facile, mais difficile ne veut pas dire faux. J'ai répondu, je sais, et je ne la parcourais pas seul. Il a hoché la tête, non, tu as ceux qui ont applaudi au bon moment pour la bonne raison, non pas à cause des titres sur leur carte, mais à cause de ce en quoi ils croient. De l'autre côté de la salle, les portes par où mes parents étaient partis sont restées fermées. Je n'ai ressenti aucune jubilation en me rappelant le visage rougi de mon père ou le sourire brisé de ma mère. Ce que j'ai ressenti, c'est une tristesse enfin nommée puis libérée. Je savais qu'il y aurait encore des conversations difficiles, des lettres d'avocats, des gros titres spéculatifs. Mais comme Henri l'avait dit, difficile ne veut pas dire faux. Et ce qui est juste, une fois dit avec gentillesse, trouve toujours un moyen de rester ferme. Alors que les invités se dispersaient progressivement, certains sont venus me serrer la main, brièvement mais sincèrement. Les lustres se sont atténués d'un cran, dispersant de faibles reflets semblables à des étoiles sur les parquets cirés. Sophia était toujours là, perchée sur le bord d'une chaise vide, ses yeux dépouillés de leur ancien feu de fierté. Je ne me suis pas approché, mais j'ai laissé la porte ouverte par un simple signe de tête. Son voyage, comme le mien, commençait peut-être seulement à nouveau. Henri s'est doucement levé, tapant sa canne contre le sol, signalant qu'il était temps de laisser cette pièce derrière nous. J'ai pris son bras et ensemble nous avons marché devant la toute dernière rangée de sièges où, une heure plus tôt, j'étais assise serrant l'enveloppe comme si c'était un secret que je ne pourrais jamais partager. Maintenant, ce secret avait été prononcé à voix haute. Ce qui restait, ce n'était pas des applaudissements, mais une étrange stabilité tranquille dans ma poitrine. Les portes de la salle de bal se sont fermées derrière moi, scellant la musique, les rires, le bruit sous des murs épais. Je suis sorti dans le hall de l'hôtel, et l'air nocturne de New York s'est précipité,
l'odeur des gaz d'échappement, l'odeur du café du coin, les néons se déversant sur les rues pluvieuses. J'ai levé la tête vers le ciel, les gratte-ciels s'étirant vers le haut, scintillant de lumière. J'avais l'impression que le monde entier s'ouvrait devant moi. Ne plus être coincé par des murs invisibles qui m'avaient autrefois cloué au bout d'une table à manger. Ne plus être diminué par les regards qui me mesuraient par rapport à quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti debout au centre de ma propre vie. Grand-père Henri s'est avancé lentement derrière moi, sa canne tapotant régulièrement sur le sol en marbre. Il s'est arrêté à mes côtés, levant son regard vers l'éclat de la ville. Maintenant, tu vois, n'est-ce pas, a-t-il demandé, sa voix lente, mais assez forte pour noyer le chaos extérieur. Je me suis tourné, rencontrant ses yeux, les mêmes yeux qui avaient été ma seule encre tout au long de mon enfance. Il a posé sa main sur mon épaule, vieille mais ferme, et a continué, porte cela avec toi et utilise-le bien. Pas pour te venger, pas pour leur prouver qu'ils ont tort, mais pour vivre fidèlement à toi-même, et pour construire ce que tu sais être juste. J'ai hoché la tête, les yeux piquants. Toutes ces années, j'avais attendu la reconnaissance de mes parents, un mot de louange, un regard chaleureux, soudainement révélé comme une veille inutile. Je comprenais maintenant. Je n'avais pas besoin d'eux. Je n'avais jamais vraiment eu besoin d'eux. Ma valeur n'a jamais été liée aux étiquettes qu'ils m'avaient collées, celle de la plus idiote. Ce soir, j'avais arraché cette étiquette et l'avais jetée, non pas parce qu'ils m'avaient donné une nouvelle, mais parce que j'avais enfin vu que je ne l'avais jamais portée du tout. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons jusqu'à ce qu'ils soient pleins. Les sons de New York, klaxons, éclats de rire, tapotements de chaussures sur le trottoir sont soudainement devenus une bande sonore de liberté. Je me suis souvenu des nuits où je travaillais tard au café, mes mains tachées de l'odeur de grains de café brûlés, mes vêtements lourds de graisse, pendant que Sophia revenait de voyage en Europe avec des valises de marque de luxe. Je me suis souvenu des fois où ma mère me regardait et disait « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» Je me suis souvenu du rire retentissant de mon père. Au moins, tu n'as pas échoué en cours de gym. Toutes ces choses qui semblaient autrefois me définir n'étaient plus que des fragments. Je me suis tourné vers mon grand-père et j'ai dit doucement. J'avais l'habitude de penser que je devais me battre juste pour qu'ils me voient. Mais maintenant je comprends que je n'ai pas besoin de leur regard sur moi. J'ai seulement besoin de croire que je suis digne. Il a souri, son visage ridé par l'âge, mais brillant de lumière. Exactement. C'est tout ce que j'ai jamais voulu pour toi, que tu le vois par toi-même. Et maintenant, tu le fais. Nous sommes restés assis en silence, regardant le trafic défiler sur l'avenue. J'ai pensé à Sophia, à ses yeux stupéfaits, au tremblement de ses lèvres quand elle a entendu la vérité. Je ne la détestais pas. Je ressentais seulement de la pitié. Pitié pour l'illusion dans laquelle elle avait été élevée, que la lumière appartenait à une seule personne. J'ai pensé à mes parents, leur visage rougi, leur colère et leur honte les forçant à quitter cette salle de bal. Je savais qu'ils reviendraient avec des accusations, avec de la résistance, mais cela ne me faisait plus peur car à partir de maintenant, je n'étais plus l'enfant assis silencieusement au bout de la table, attendant des miettes d'affection. Je suis descendu les marches de marbre de l'hôtel et me suis plongé dans la cohue de la foule de Manhattan. La ville ne savait pas qui j'étais, ni ne se souciait qu'on m'ait traité de la plus idiote pendant des années. Pourtant, elle s'étendait largement devant moi, comme si elle murmurait. Chaque route est ouverte, si tu as le courage de la parcourir. J'ai senti chaque pas frapper le trottoir froid, mais mon cœur brillait d'une chaleur que je n'avais jamais connue auparavant. Ce soir-là, je suis retourné dans mon petit appartement à Brooklyn, celui que j'avais loué avec mes propres gains, où chaque coin portait la marque de mon propre effort. Je me suis assise à la table, j'ai étalé les documents, et j'ai lu la lettre de mon grand-père une fois de plus. Chaque mot, chaque trait d'encre semblait un rappel. Tu n'as jamais été sans valeur. Tu avais seulement besoin du bon moment pour le prouver à toi-même. J'ai allumé la lampe de bureau, j'ai ouvert un nouveau carnet, et j'ai écrit sur la toute première page. À partir d'aujourd'hui, je ne vivrai pas pour être reconnu. Je vivrai pour construire, pour aimer, et pour devenir la version la plus vraie de moi-même. J'ai fermé le carnet et l'ai posé, me sentant plus légère, comme si j'avais abandonné le poids qui m'oppressait depuis 27 ans. Dehors, les lumières de New York scintillaient, se reflétant sur l'East River comme des milliers d'étoiles tombées. J'ai murmuré comme à quiconque aurait été rabaissé, jamais traité d'indigne. Ta valeur ne réside pas dans les étiquettes que les autres te mettent, mais dans la résilience que tu construis. Un jour,
la vérité émergera, et quand elle le fera, tu verras que tu n'es jamais sans valeur. J'ai souri doucement et j'ai fermé les yeux. Au milieu du rugissement d'une ville qui ne dort jamais, j'ai entendu le son des battements de mon propre cœur, régulier, libre, et pour la première fois, détaché de quiconque d'autre. Ce soir, je n'étais plus une ombre. J'étais Olivia Carter, et je m'étais retrouvé.